En 1929, 9000 banques américaines ont fait faillite. Elles n'ont pas seulement déposé le bilan, elles ont échoué et fermé du jour au lendemain, ruinant des déposants qui n'avaient rien fait de mal. Tout le monde connaît cette partie. Voici ce que personne n'enseigne. Certaines personnes n'ont absolument rien perdu, non pas parce qu'elles étaient riches ou bien connectées, mais parce qu'elles utilisaient un système d'épargne soutenu par l'État qui a connu une croissance de 800% pendant la Grande Dépression et qui a été discrètement retiré de tout programme d'éducation financière personnelle depuis 1967. La croyance commune est que survivre à un effondrement bancaire signifie fourrer de l'argent liquide dans un matelas ou se ruer sur l'or. La vérité, c'était plus sombre et plus utile. Les personnes qui s'en sont sorties, indemnes en 1929, utilisaient une structure totalement différente qui existe encore en 2026, mais dont presque personne ne parle. Pourquoi a-t-elle été effacée ? La réponse changera à elle seule votre façon de penser à l'endroit où se trouve votre argent en ce moment, pour comprendre l'écart qui les a sauvés. Vous devez d'abord comprendre quelque chose sur 1929 qui réécrit tout le récit. Toutes les faillites bancaires n'étaient pas égales. Entre 1930 et 1933, environ 9000 banques ont fait faillite aux États-Unis. Cela ressemble à un effondrement total du système. Et pour les banques commerciales, ce fut presque le cas. Mais il existait une autre catégorie d'institutions qui opéraient discrètement dans les mêmes villes, desservaient les mêmes quartiers et affichaient un taux de survie radicalement différent, les caisses d'épargne mutuelle. Ces institutions n'appartenaient pas à des actionnaires, elles n'avaient pas d'objectif de profit les poussant à des investissements risqués. Elles étaient légalement structurées pour servir les déposants en priorité. Dans des États comme le Massachusetts, New York et le Connecticut, les caisses d'épargne mutuelle ont tenu bon, alors que les banques commerciales s'effondraient autour d'elles. En Nouvelle-Angleterre, il y avait plus de 160 caisses d'épargne mutuelle en 1929. La grande majorité était encore ouverte en 1934. En revanche, plus de 40% de toutes les banques commerciales du pays ont fait faillite au cours de la même période. Ce n'est pas une note de bas de page statistique insignifiante, c'est le fait central qui a été enterré. Les survivants de 1929 n'étaient pas des gens qui avaient deviné juste concernant leur banque individuelle. C'étaient des gens qui avaient compris que la structure institutionnelle importait plus que le nom de la marque. Une banque commerciale en 1929 pouvait prendre vos dépôts et les prêter de manière agressive. Des prêts dits spéculatifs pour des opérations boursières, de l'immobilier ou des obligations d'entreprise à la recherche de rendement. Lorsque le marché s'est effondré, ces actifs sont évaporés. Votre dépôt a disparu avec eux. Une caisse d'épargne mutuelle du Massachusetts était soumise à des réglementations étatiques imposant des investissements conservateurs, principalement des hypothèques à court terme, sans contact avec les habitudes de jeu de Wall Street. Voici le niveau d'application de ce fait, qui est crucial pour 2026. Les caisses d'épargne mutuelle existent toujours, tout comme les banques d'épargne et les coopératives de crédit aux structures orientées vers les déposants. Les coopératives de crédit sont structurellement presque identiques à ces anciennes caisses d'épargne mutuelle détenues par les membres et non par les actionnaires. Vos dépôts sont assurés par la National Credit Union Administration, NCUA, une garantie fédérale distincte de la FDIC. Cela signifie que les dépôts dans les coopératives de crédit et les banques commerciales sont assurés par des systèmes totalement différents. Si vous détenez 250 000 $ dans une banque commerciale et 250 000 $ dans une coopérative de crédit, les deux sont assurés indépendamment l'un de l'autre, sans que la couverture ne se double au sein du même pool d'assurance. Vous détenez des dépôts dans deux cadres juridiques et réglementaires différents. Cette différence est bien plus importante que ce que la plupart des gens réalisent, mais la stratégie de diversification va encore plus loin. En 1929, les personnes qui comprenaient réellement le risque ne diversifiaient pas seulement selon les types d'institutions. Elles diversifiaient selon les niveaux d'institutions. Établissements fédéraux par rapport aux établissements agréés par l'État. Chacun opérait sous des cadres réglementaires différents, des restrictions d'investissement différentes et des exigences de capital différentes. Lorsque les banques agréées par l'État ont commencé à faire faillite par vagues,
Les banques membres de la réserve fédérale agréées par l'État avaient accès à des prêts d'urgence, une bouée de sauvetage que les banques d'État n'avaient pas. Aujourd'hui, cela se transpose directement. Les banques commerciales assurées par la FDIC et les coopératives de crédit assurées par la NCUA. Et au-dessus des deux, structurellement séparés des deux, se trouve quelque chose qui n'a pas besoin d'assurance du tout. Car la seule raison pour laquelle on a besoin d'une assurance est qu'un intermédiaire pourrait échouer. Et s'il n'y avait pas d'intermédiaire? Voici le morceau de l'histoire financière américaine qui a été effectivement effacé des programmes. En 1910, le Congrès a créé le United States Postal Savings System. Le concept était simple et radical. Les Américains pouvaient déposer de l'argent dans n'importe quel bureau de poste du pays. Le système postal le gérait. Et le gouvernement des États-Unis, aucune banque privée, aucun fonds d'assurance, garantissait chaque centime directement par sa pleine confiance et son crédit. Aucun intermédiaire, aucune banque, aucun risque de défaillance institutionnelle entre vous et la garantie. En 1929, le total des dépôts dans le système d'épargne postale s'élevait à environ 153 millions de dollars, modeste, principalement utilisé par les immigrés, et frappait les travailleurs agricoles qui ne faisaient pas confiance aux banques commerciales. Puis les banques ont commencé à faire faillite. En 1934, les dépôts avaient explosé pour atteindre 1,2 milliard de dollars, une augmentation d'environ 800% en 5 ans. Non pas parce que le système faisait l'objet d'une promotion massive, ou parce que les taux d'intérêt étaient attractifs. Le système d'épargne postale payait 2% par an, un taux délibérément bas pour ne pas concurrencer directement les banques. Les gens y ont afflué, parce que chaque déposant était protégé pendant le pire effondrement bancaire de l'histoire américaine. Pas un seul centime n'a été perdu. Pas un seul déposant n'a été ruiné. C'est la véritable stratégie de 1929. Pas d'or, pas de matelas, pas de diversification entre des banques commerciales toutes soumises au même échec systémique, mais retirer entièrement l'argent du système bancaire pour le placer directement auprès de l'État. Le système d'épargne postale a été aboli en 1967, non pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il fonctionnait trop bien. Les banques avaient fait pression contre son existence pendant des décennies. Lorsque les réformes post-dépression ont stabilisé le système bancaire, l'argument politique en faveur d'une concurrence étatique sur les dépôts de détail s'est effondré, et le Congrès l'a dissous. Pourquoi cela ne figure-t-il pas dans tous les livres de finances ? Parce que le secteur bancaire a un intérêt évident à s'assurer que vous n'entendiez jamais parler d'un précédent historique où les dépôts directs de l'État ont surpassé le système bancaire à tous égards pendant une crise. Le système d'épargne postale est un camouflet permanent à l'idée que votre argent serait plus en sécurité dans une banque. Eh bien, voici la partie qui devrait attirer votre attention. L'équivalent fonctionnel existe en ce moment même, à la vue de tous, mais est largement ignoré par l'industrie financière traditionnelle, TreasuryDirect.gov, géré par le département du Trésor des États-Unis. Treasury Direct permet à chaque citoyen américain d'acheter des titres du Trésor directement auprès du gouvernement fédéral, en contournant totalement les banques et les courtiers. Les bons du Trésor, les billets, les obligations, les e-bonds et les tips sont tous détenus sur un compte enregistré directement auprès du Trésor. Pas dans un compte de courtage, pas dans une banque, mais au Trésor lui-même. Lorsque vous achetez un T-bill à 4 semaines sur Treasury Direct, vous prêtez l'argent directement au gouvernement fédéral américain. Il n'y a pas de banque dans la chaîne. Aucune couverture FDIC n'est nécessaire. L'assurance FDIC sert à vous protéger si l'intermédiaire échoue. S'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien contre quoi s'assurer. Soit le gouvernement américain vous rembourse, soit il ne le fait pas. C'est le seul contractant. Les T-bills achetés sur Treasury Direct peuvent être renouvelés automatiquement. Un bon à 4 semaines arrive à échéance et le produit achète immédiatement un autre bon à 4 semaines, sauf indication contraire de votre part. Vous préservez la liquidité par des échéances très courtes, tout en gardant l'argent complètement en dehors du système bancaire. Aucun jour férié bancaire ne peut geler un compte Treasury Direct. Aucun retrait massif bancaire ne peut le toucher. Lorsque la Silicon Valley Bank a fait faillite en mars 2023, suivie par la Signature Bank en 48 heures, les déposants au sein du système bancaire ont paniqué.
Les personnes détenant des T-bills à court terme sur Treasury Direct n'ont rien ressenti. La séparation structurelle a fonctionné exactement comme les archives historiques l'avaient prédit. Ce que les gens négligent, c'est le piège psychologique que Treasury Direct résout. Pendant une crise bancaire, l'instinct est de trouver une banque plus sûre. Mais lorsque le risque systémique est élevé, chercher une banque plus sûre passe totalement à côté de l'essentiel. Un système bancaire sous pression est un système bancaire sous pression. La stratégie de 1929 consistait à quitter le système bancaire au profit de quelque chose de structurellement différent. Treasury Direct est cette issue. C'est le système d'épargne postale reconstruit pour l'ère d'Internet. Les personnes qui l'ont utilisé en 2023 ne savaient pas qu'elles suivaient un scénario de 1930, mais elles le faisaient. Parlons maintenant du mécanisme que la plupart des gens comprennent totalement de travers, car il détermine directement si les stratégies mentionnées ci-dessus seront un jour suffisantes. L'assurance FDIC a été créée en 1933 spécifiquement en raison des faillites de 1929. La garantie couvre aujourd'hui 250 000 $ par déposant, par institution et par catégorie de compte. Pour la plupart des gens ayant des soldes normaux, cela semble complet, mais la conversation s'arrête généralement au chiffre de 250 000 $. Elle ne le devrait pas. En 1984, lorsque la Continental Illinois, alors la 7e plus grande banque des États-Unis, a fait faillite, la FDIC a couvert tous les dépôts, pas seulement les montants assurés. Tous, y compris les comptes d'entreprise, bien au-delà de la limite d'assurance. Pourquoi ? Parce que la FDIC a déterminé que laisser les déposants non assurés subir des pertes déclencherait un risque de contagion. Les gros déposants d'autres grandes banques retireraient immédiatement leurs fonds. Le remède aurait été pire que le mal. La leçon n'est pas que l'assurance FDIC est sans importance. La leçon est que les crises bancaires ne suivent pas de règles nettes. Les règles s'assouplissent lorsque la stabilité systémique l'exige. Ce qui signifie que la couverture que vous pensez avoir peut différer de celle que vous recevez réellement, parfois mieux, parfois, lors de faillites de petites banques strictement limitées. Les personnes qui ont construit des positions de trésorerie réellement résilientes en 1929 ne comptaient pas sur un mécanisme unique. Elles empilaient plusieurs couches indépendantes et comprenaient un détail spécifique sur l'argent liquide physique que presque plus personne ne discute aujourd'hui. Tout l'argent liquide n'est pas égal pendant un retrait massif bancaire. Lorsque les banques régionales ont cessé leurs activités en 1930, les commerçants, qui acceptaient normalement les chèques, ont soudainement exigé de la monnaie fiduciaire. Les personnes possédant de gros billets ont constaté qu'il était presque impossible de les changer. Les personnes avec de petites coupures, 1, 5, 10 $, pouvaient effectuer des transactions normalement, tandis que leurs voisins étaient de fait frappés d'incapacité. Les témoignages de la Grande Dépression collectés par la Bibliothèque du Congrès contiennent rapport après rapport des personnes qui, bien qu'ayant de l'argent liquide, ne pouvaient pas l'utiliser efficacement parce qu'elles détenaient les mauvaises coupures à une époque où changer de l'argent était presque impossible. La version moderne de cela est à la fois plus simple et plus intéressante. L'argent liquide physique en petites coupures, conservé en dehors du système bancaire, fonctionne comme une couche de transactions d'urgence sans risque de contrepartie. Il ne rapporte rien et perd du pouvoir d'achat au fil du temps à cause de l'inflation. Pour ces raisons, il n'est presque jamais mentionné dans les conseils financiers courants, mais une réserve de 30 jours de dépenses ménagères ordinaires en petites coupures, conservées dans un endroit autre qu'un compte bancaire, signifie qu'un jour férié bancaire, une cyberattaque sur l'infrastructure de paiement ou une grave perturbation bancaire régionale vous affectera différemment de quelqu'un qui dépend entièrement des moyens de paiement numériques. Ce n'est pas une position de PrEP, c'est une position d'assurance. La même logique qui dit qu'il faut garder de l'eau de secours pour une catastrophe naturelle s'applique à votre infrastructure transactionnelle. Est-ce que cela garantit la sécurité ? Non, rien ne le fait. Mais c'est précisément le mauvais cadre de réflexion. Soyons précis sur ce à quoi ressemble la stratégie complète de 1929. 9 appliquée à l'année 2026. Niveau 1.
Capital d'exploitation sur des comptes assurés par la FDIC dans une banque commerciale agréée par l'État. Nécessaire pour les transactions quotidiennes. Maintenez-le sous la limite d'assurance. C'est votre niveau d'utilisation. Niveau 2. Réserve de liquidité secondaire dans une coopérative de crédit assurée par l'État sous la NCUA. Structurellement séparé du système FDIC, avec un cadre réglementaire différent et des scénarios de défaillance différents. C'est votre niveau de redondance. Niveau 3. Bon du trésor à court terme détenu directement sur treasurydirect.gov. Complètement en dehors du système bancaire. Aucune limite d'assurance requise directement auprès du gouvernement fédéral. C'est le système d'épargne postale reconstruit. C'est votre niveau de séparation structurelle. Niveau 4. Argent liquide physique en petites coupures mixtes conservé hors ligne. Pas comme stratégie primaire, mais comme pont transactionnel pour les scénarios où les moyens de paiement numériques ou l'accès bancaire sont temporairement perturbés. 1 à 4 semaines de dépenses ménagères, c'est votre niveau de continuité. Cette structure n'est pas une stratégie radicale. Ce n'est pas un portefeuille de fin du monde. C'est exactement ce que les personnes qui s'en sont sorties indemnes en 1929 ont réellement fait, transposé aux mécanismes disponibles en 2026. Aucun de ces niveaux n'implique une optimisation du rendement. Avec cette structure, vous ne maximiserez pas vos profits. Les rendements des T-bills sont compétitifs, mais pas spectaculaires. Les taux assurés par la NCUA suivent les taux de la FDIC. L'argent liquide physique rapporte 0. C'est une architecture d'assurance, pas une architecture d'investissement. La confusion entre les deux est précisément la raison pour laquelle les gens finissent par ne pas être préparés. Les faillites bancaires ne se produisent pas du jour au lendemain de la manière dont le terme faillite bancaire l'implique. Elles se produisent sur des mois au ralenti avant l'arrêt soudain. Les indicateurs sont visibles si l'on sait comment les lire. Les banques qui ont fait faillite lors de la première vague de 1930 avaient une chose en commun avant leur chute. Elles avaient discrètement réduit leurs réserves, les liquidités détenues, par rapport aux dépôts pour étendre leur capacité de crédit disponible. Les données sur les réserves étaient disponibles, mais la plupart des déposants ne les consultaient jamais. Les déposants modernes ne peuvent pas accéder directement aux données de réserve internes, mais la FDIC publie des call reports trimestriels sur chaque institution assurée dans le pays. Ils sont accessibles au public et contiennent des ratios de capital, des taux de défaut de paiement, des risques de concentration et des tendances des marges d'intérêt nettes. Si l'on voulait mettre en place un système d'alerte précoce pour ces banques spécifiques, la matière première existe. La plupart des gens ne liront jamais un call report. Pour la plupart des gens et dans la plupart des cas, l'assurance FDIC couvre les dépôts normaux dans des conditions normales. C'est le scénario où plusieurs institutions sont simultanément sous pression, où le fonds d'assurance s'épuise rapidement et où les régulateurs prennent des décisions en temps réel sur les institutions prioritaires et les déposants auxquels on dira d'attendre. En mars 1933, Franklin Roosevelt a déclaré un jour férié bancaire national. Chaque banque du pays a été forcée de fermer pendant 8 jours. Les dépôts ont été gelés. Non pas perdus, mais gelés. Les personnes qui possédaient des actifs en dehors du système bancaire pouvaient effectuer des transactions normalement. Celles qui dépendaient à 100% de comptes bancaires ne le pouvaient pas. Un jour férié bancaire n'est pas une impossibilité antique. Les mécanismes qui en déclencheraient un existant en 2026. Une cyberattaque suffisamment grave sur l'infrastructure de paiement. Une contagion régionale rapide après la faillite d'une grande banque ou une décision réglementaire de gagner du temps en ralentissant la vitesse des retraits. Le système d'épargne postale a augmenté de 800%, non pas parce que quelqu'un avait prédit exactement ces événements, mais parce que des événements se sont produits que personne n'avait prévus. Et lorsqu'ils se sont produits, les personnes qui avaient déjà agi se sont retrouvées dans une situation totalement différente de celles qui ont dû décider quoi faire en temps réel. C'est là que se cache un principe comptable que la plupart des gens n'articulent jamais consciemment. Votre dépôt bancaire, c'est votre actif, mais c'est le passif de la banque. Si une banque ne peut pas honorer ses passifs, votre actif
a un problème, ce n'est pas théorique. C'est ce qu'ont vécu les déposants qui ont perdu leurs économies en 1930. Ils avaient tout bien fait selon les normes conventionnelles. Ils utilisaient des banques réputées. Ils étaient prudents. Et ils détenaient des créances contre des institutions qui ont échoué. Votre argent dans un T-bill sur Treasury Direct est une créance contre le gouvernement fédéral américain. Pas d'intermédiaire, pas de société holding, mais l'État lui-même. Cette différence constitue toute l'architecture de la résilience financière. C'est la raison pour laquelle le système d'épargne postale a fonctionné, alors que 9000 autres institutions ont échoué. La stratégie de 1929 n'était pas compliquée. Elle ne nécessitait aucun accès particulier, aucune connaissance financière sophistiquée et aucune connexion avec les riches. Elle nécessitait la compréhension d'une vérité structurelle et une action avant la crise, pas pendant. Lorsque les files d'attente se sont formées devant les banques en 1930, les personnes qui auraient dû agir avaient déjà manqué leur fenêtre de tir. Le dépôt était gelé, le retrait était refusé, les économies s'étaient envolées. La fenêtre du système d'épargne postale était encore ouverte. Elle avait été ouverte tout le temps. L'illusion financière la plus dangereuse n'est pas que les banques soient risquées. C'est l'hypothèse que la structure sous-jacente doit être correcte simplement parce que votre argent a la même apparence dans votre compte chaque matin. Le denier romain avait également la même apparence, jusqu'à ce qu'il ne l'ait plus. La question à se poser ce soir n'est pas de savoir si votre argent est en sécurité, mais si votre argent se trouve dans une structure qui pourrait honnêtement répondre à cette question si les règles changeaient demain. Si cette exploration de l'histoire cachée de 1920 va changer votre vision du système bancaire, veuillez vous abonner et liker cette vidéo. Nous nous consacrons à exhumer les vérités financières qu'ils ont essayé d'enterrer. Sécurisez votre avenir. Le prochain coffre-fort de l'histoire sera bientôt ouvert.